Aux portes du crépuscule de 1944, le destin de la guerre avait subi une métamorphose. Les armées alliées, comme des titans imparables, menaçaient les frontières du Reich depuis les confins orientaux et occidentaux. Pendant ce temps, la majestueuse capitale Berlin était réduite en décombres, soumise à un bombardement ennemi incessant. Les habitants, décharnés par la pénurie de nourriture et les épreuves de la guerre, étaient privés de toute raison de célébrer les prochaines festivités de fin d'année. L'humour noir qui résonnait autrefois dans les rues de Berlin s'était transformé en un humour sombre, encapsulé dans une blague qui circulait en ville pendant ces jours sombres. Sois pratique, offre un cercueil. 2 ans auparavant, un changement sismique s'était produit dans le psychisme allemand, juste avant la saison de Noël de 1942, alimenté par des rumeurs selon lesquelles la 6e armée du général Paulus était encerclée par l'armée rouge sur le Volga. La direction nazie luttait pour reconnaître l'annihilation imminente de la formation colossale de la Wehrmacht parmi les ruines de Stalingrad et la steppe glacée. En prévision de l'annonce de nouvelles sombres, Joseph Goebbels, le ministre de la Propagande et de l'Information, déclara un Noël teutonique en 1942, marqué par la frugalité et l'engagement idéologique inébranlable. Les bougies firent place aux couronnes et les mélodies traditionnelles furent éclipsées par des interprétations de douces nuits. En 1944, le souvenir du noix rôti traditionnel s'était effacé, remplacé par des missives familiales sur des structures rasées pour les enfants revenant du front. Les bombardements aériens, orchestrés alternativement par les Britanniques pendant la nuit et les Américains pendant le jour, devinrent si habituels que les Berlinois trouvèrent du réconfort dans les sous-sols et les abris souterrains, abandonnant leurs lits. La pénurie de repos alimentait une amalgamation d'hystérie réprimée et de résignation fataliste. La crainte de représailles de la Gestapo pour des sentiments défaitistes diminua, évidente dans la prolifération de blagues. L'acronyme LSR, qui signifiait initialement Luftschutzraum, abri antiaérien, se transforma humoristiquement en Lerne Schnellrussisch, apprend le russe rapidement. La tour du Zoo, l'énorme édifice antiaérien de Berlin avec des batteries sur le toit et de vastes abris, dominait le paysage urbain. L'ambiance générale présageait une rupture sociétale et nationale imminente. Les Berlinois, convaincus de la dévaluation imminente de leur monnaie, se livraient à des dépenses extravagantes. La pénurie d'eau pendant les attaques aériennes rendait les bains peu attrayants. Les autorités scellaient parfois les lavabos en raison d'une augmentation des suicides en leur sein, un reflet brut du tourment de la ville. Avec des sanctuaires insuffisants pour une population de 3 millions, les travailleurs étrangers, distingués par des lettres indiquant leur origine, étaient interdits dans les abris souterrains et les caves du métro. Cette directive, dérivée des doctrines raciales nazies et de la perception de la dispensabilité des travailleurs de l'Est, exacerbait les luttes auxquelles faisait face la main-d'œuvre diversifiée. Cependant, parmi les travailleurs étrangers, certains jouissaient d'une plus grande autonomie et voyaient leur fortune changer à mesure que l'armée rouge avançait. Les Berlinois, cependant, s'accrochaient à une peur ancestrale et viscérale de l'intrus slave oriental, une appréhension qui se transformait facilement en animosité. En février de 1945, les nerfs étaient déjà à fleur de peau et les citoyens du Reich n'étaient pas encore conscients de ce qui allait arriver. C'était une nuit claire, glaciale et hivernale dans la ville allemande de Dresde, lorsque, après 9 heures du soir, les sirènes d'alerte précoce commencèrent à hurler. Comme d'habitude, les habitants se dirigèrent vers les sous-sols de leur maison, ou vers les rares bunkers disponibles pour se protéger. Cela faisait pratiquement partie de leur routine, une routine que plusieurs villes d'Allemagne avaient expérimentée depuis le début de la Seconde Guerre mondiale en 1939. Cependant, cette nuit du 13 février de 1945 serait différente. Cette fois, il ne s'agissait pas simplement d'une autre attaque. Sans le prévoir, les habitants de Dresde allaient devenir les victimes de l'un des raids les plus brutaux et meurtriers perpétrés par les Alliés, en particulier par la Royal Air Force britannique et les forces aériennes de l'armée des États-Unis. La deuxième vague d'attaques sur Dresde commença à 1h23 du matin. Sans électricité, les sirènes durent être manipulées manuellement. À cette heure, l'incendie de la ville était si effroyable qu'il pouvait être vu à 100 km de distance,
La colonne de fumée s'élevait à 4600 mètres. Les opérations d'extinction durent être arrêtées et les hautes températures faisaient fondre le verre et le métal. À la gare centrale Hauptbahnhof, la barbarie surpassait tout ce qu'on pouvait imaginer. Les réfugiés s'entassaient dans des wagons de marchandises, d'autres remplissaient les couloirs et les tunnels. 2 trains venaient d'arriver de Königsbruck avec des centaines d'enfants qui avaient été évacués vers l'Est et qui maintenant étaient à nouveau évacués pour les sauver de l'armée russe qui s'approchait. Avec les premières bombes incendiaires, les couloirs et les tunnels se remplirent de fumée. Dans les mots du journaliste Philip Knightley, les flammes dévoraient toute matière organique sur leur passage. Tout ce qui était combustible brûlait. Le lendemain, des avions américains arrivèrent pour mitrailler les survivants qui tentaient d'atteindre la rive de l'Elbe. La ville manquait de lumière et d'eau. En l'absence de refuge ou de bunkers en béton, les gens, dans leur désespoir, cherchèrent refuge dans les sous-sols des vieux bâtiments. Pour beaucoup, ce qui devait les protéger finit par les écraser littéralement, s'effondrant sur leur tête. D'autres succombèrent à la chaleur, l'oxygène s'épuisant et ne laissant que du monoxyde de carbone à respirer. L'endroit qu'ils avaient choisi pour se protéger se transforma, en fait, en un four. L'enfer s'empara de l'ancienne ville allemande. Les rues, autrefois animées, devinrent une carrière spectrale en à peine 20 minutes, où résonnaient des lamentations, des pleurs déchirants, des explosions tardives, et parfois le fracas sourd de quelques effondrements supplémentaires. L'un des pilotes britanniques ayant participé à l'attaque sur Dresde la nuit du 14 février déclara « L'enfer, tel que nous l'imaginons en tant que chrétiens, doit ressembler à ceci. Cette nuit-là, je suis devenu pacifiste. » Ensuite vint le défi de retirer les corps sous les centaines de kilos de décombres, d'identifier les cadavres et de leur offrir des funérailles appropriées. Au fur et à mesure que le climat changeait, la puanteur devenait insupportable. Le cimetière de la ville n'arrivait plus à faire face et les forces des survivants s'épuisaient. Identifier les femmes était plus compliqué que les hommes. Leurs documents se trouvaient dans des sacs loin de leur corps ou se mélangeaient avec ceux d'autres victimes. À un moment donné, il fut décidé d'entrer dans les sous-sols où gisaient encore des dizaines de corps en utilisant des lance-flammes pour les incinérer sur place. À ce moment-là, Churchill écrivit une lettre à ses hauts commandants. Je comprends qu'il est crucial de se concentrer sur des objectifs militaires tels que les raffineries de pétrole et les communications immédiatement adjacentes à la zone de combat, plutôt que de mener des actes de terreur et de destruction gratuits, aussi impressionnants qu'ils puissent paraître. Les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale s'écoulaient, des mois où, dans une résistance désespérée, les forces allemandes tentaient de retarder la supériorité écrasante de l'offensive soviétique qui, comme un rouleau compresseur imparable, avançait vers les territoires orientaux du Reich allemand. Sur les champs de bataille, où résonnaient autrefois les cris de soldats endurcis par la guerre, retentissaient maintenant les pas d'anciens combattants courageux et d'enfants, appelés à défendre une patrie épuisée. Les sacrifices inutiles ne faisaient qu'attiser le mécontentement de la population, qui commençait à sympathiser avec l'idée de donner refuge aux déserteurs. Un fermier polonais qui se trouvait à Berlin le 24 janvier a assisté à une scène où des femmes criaient aux officiers et sous-officiers qui emmenaient une colonne de soldats allemands dans la rue « Laissez nos maris rentrer à la maison » et envoyer à leur place les nazis les plus haut gradés. Face à la pénurie d'hommes disponibles pour le front, la préparation d'unités improvisées de recrues commença à l'automne précédent. Avec la majorité des hommes allemands âgés de 17 à 45 ans déjà enrôlés, la Volkssturm devint une amalgamation d'adolescents et de vieillards, formant une dernière ligne de défense improvisée. Goebbels, commissaire à la défense du Reich à Berlin, mena une campagne de propagande intense pour encourager le zèle et la loyauté, montrant des images de vieillards et de jeunes marchant ensemble en formation et recevant une instruction militaire pour défendre la cause nationale socialiste. Le moral des soldats sur le front n'augmenta pas malgré toutes ces initiatives. Beaucoup furent horrifiés d'apprendre par les lettres qu'ils recevaient de chez eux que leur père, voire dans certains CA leur grand-père ou leur frère cadet, étaient formés pour le combat dimanche après dimanche. En réalité, la plupart des Allemands faisaient preuve d'un grand scepticisme, en partie en raison de leur respect proverbial pour la spécialisation professionnelle. Malgré leurs efforts, la Volkssturm était condamnée à l'échec.
car ces hommes ne recevaient pas de rations alimentaires, les obligeant à dépendre de leur famille pour se nourrir. Les commandants de la défense reconnurent rapidement que les vétérans de la Première Guerre mondiale étaient les seuls à avoir un certain sens du devoir, tandis que la majorité des recrues se dérobaient dès qu'ils en avaient l'occasion. Un autre des groupes paramilitaires créés désespérément à la fin de la guerre furent les guérillas Werwolf. Himmler se rendit à son quartier général à Hohenlicken pour recevoir des informations sur le projet Werwolf. En compagnie de Prützmann et d'autres hauts commandants militaires des SS, Himmler exprima l'intention de créer et organiser un mouvement de résistance en Allemagne. Cependant, selon Skorzeny, dès le début, Himmler manifesta son scepticisme quant aux chances de succès du plan. La guerre, vorace dévoreuse de générations, avait transformé l'armée en une amalgamation de ceux qui connaissaient plus d'hivers que de batailles. Parmi les vieux guerriers, dont les rides racontaient des histoires d'époques passées, et les jeunes qui comprenaient à peine le poids d'un fusil, émergeait un écho de résistance. Au départ, les recrues du Werwolf provenaient des Waffen-SS, de l'armée, des jeunesses hitlériennes, de la gendarmerie et de la Gestapo. Mais avec le temps, l'aggravation de la crise militaire et la pénurie croissante de ressources, les aspirants devinrent de plus en plus jeunes, et nombreux furent les garçons qui finirent par sacrifier leur corps et leur vie, la plupart du temps inutilement. Les divers groupes et personnalités au sein du déploiement bureaucratique monumental du Troisième Reich s'impliquaient dans cette initiative, comme c'était courant pour toutes les nouvelles entreprises de l'Empire hitlérien. Presque simultanément à la formation des Hommes-loups de Prützmann, le projet Nussknacker, Casse-Noisette, émergea, dirigé par Arthur Axmann, chef des jeunesses hitlériennes. Son but était d'instruire les membres de plus de 14 ans de son organisation aux tactiques de guerre de guérilla. Bien que le projet Nussknacker ait été absorbé par le groupe de Prützmann en janvier de 1945, les jeunes qui ne reçurent pas de formation, soit par manque de temps, soit parce qu'ils avaient moins de 14 ans, furent encouragés à mener des actions de sabotage. 16 recrues improvisés, mobilisés dans un ultime effort désespéré, se retrouvaient souvent dépourvus de formation adéquate et manquaient de matériel suffisant. À cette époque, les jeunes atteignaient la maturité en 1 an, 1 mois ou même au cours d'une seule bataille. Beaucoup, malheureusement, ne survivaient pas à ce premier affrontement. Déterminés à prouver qu'ils pouvaient agir mieux que les vétérans, certains desquels pouvaient être leurs pairs en âge, ils montraient un courage imprudent qui avait ses conséquences. L'assaut final sur l'Allemagne était en préparation. Les villages de Prusse orientale, qui jusqu'à récemment considéraient la guerre comme quelque chose de lointain, voyaient maintenant celle-ci se rapprocher avec toute sa brutalité. Les soldats soviétiques avaient peint sur les tourelles de leurs chars des phrases telles que « En avant !» vers la tanière des fascistes ou « Vengeance et mort aux envahisseurs allemands ». Ils rencontrèrent peu de résistance lorsque les T-34 et les chars lourds Staline avancèrent à 2 heures de l'après-midi. Le givre qui recouvrait leur coque leur fournissait un camouflage efficace dans le champ qui s'étendait devant eux. L'avancée des forces soviétiques à travers la Prusse orientale et la crainte des atrocités commises dans les premiers villages occupés déclenchèrent de la panique dans la région. La situation pour l'Allemagne devint dramatique en raison de la fuite désespérée de centaines de milliers de réfugiés, femmes, enfants et vieillards. Sous une météo infernale, avec un hiver aux températures glaciales, ils entamèrent l'exode, abandonnant les foyers de leur patrie ancestrale. Dans des trains bondés, marchant à pied sur des routes couvertes de neige ou des lacs gelés, et sous la menace constante de l'aviation et des chars russes, des foules désespérées tentèrent de rejoindre les ports de la Baltique. Pour eux, un navire représentait la sécurité et la porte de la liberté, les emmenant vers l'ouest. Dans cette fuite terrestre vers la Baltique, les pertes dues au froid, à la faim, aux maladies et aux actions de guerre se comptèrent par centaines de milliers. C'était déjà le 4 mars lorsque les chars soviétiques pénétrèrent jusqu'à l'embouchure de l'Oder à Stettin, atteignant la Baltique et coupant les voies d'évacuation terrestre vers l'ouest. Pour les près de 2 millions d'Allemands encore en Poméranie et dans la baie de Danzig, il ne restait qu'une voie de fuite vers la liberté, le chemin sur la mer Baltique. Dans les dernières semaines de la guerre, bien qu'il n'y ait plus de front oriental ou occidental clairement défini, même dans la guerre atomisée
avec des foyers de conflit isolés, il y avait encore des soldats prêts à résister le plus longtemps possible. Malgré la pénurie croissante d'armes, de munitions et de carburant, de petits groupes continuaient à se battre. Les nés en 1926 ou après étaient connus sous le nom de génération Flackelfer, car ils avaient grandi avec les jeunesses hitlériennes et avaient participé comme assistants anti-aériens dans la défense de l'artillerie anti-aérienne lorsqu'ils étaient enfants. En raison de leur endoctrinement complet sous les nationaux-socialistes, ces jeunes soldats étaient utilisés systématiquement comme les derniers, et souvent fanatiques, disponibles pour le sacrifice dans les batailles défensives et les dernières résistances. Dans ces derniers jours de la guerre, l'image commune était celle de jeunes de 16 ou 17 ans, les manches retroussées et des uniformes trop grands pour eux, combattant non seulement pour leur pays, mais aussi pour le seul régime qu'ils avaient jamais connu. La plus grande peur parmi les Allemands, tant les soldats que les civils, était l'approche de l'armée rouge. Après 3 ans et demi de guerre d'usure, ou plutôt de guerre d'anéantissement, Vernichtungskrieg, contre l'Union soviétique et en particulier son peuple slave, la crainte de la vengeance ne pouvait guère être considérée comme infondée. Cependant, la violence des soldats soviétiques, qui se dirigeaient principalement vers les femmes allemandes, était plus un reflet de la barbarie des troupes qu'un acte à motivation politique. Dès que l'on apprit que les troupes soviétiques se rapprochaient, la population civile s'enfuit massivement vers l'ouest. Début mars 1945, près de 8 500 000 personnes avaient quitté les régions de l'Est de l'Allemagne. De plus, environ 1 500 000 déplacés internes provenaient des villes occidentales, alors tombées aux mains des Américains et des Britanniques. En outre, près de 5 millions de personnes âgées, de femmes et d'enfants, avaient échappé aux bombardements aériens de leur ville en se réfugiant dans les campagnes environnantes. Alors que le fracas de l'artillerie soviétique et le bourdonnement des unités de bombardiers alliés remplissaient de terreur la plupart des Allemands, pour d'autres, ces mêmes sons étaient des signes d'espoir. Surtout ceux qui étaient emprisonnés dans des camps de concentration et autres camps nazis pour travaux forcés ou prisonniers politiques aspiraient à la libération et, en fin de compte, voyaient ces incursions alliées comme une opportunité de survie. Le désir prédominant des Allemands à ce moment-là, tant des troupes que des civils, était de voir les armées britanniques et américaines avancer vers l'Est aussi rapidement que possible, atteignant Berlin et occupant la majeure partie du pays avant que les Soviétiques ne puissent dépasser la ligne de l'Oder. Peu étaient disposés à collaborer avec le but de Hitler d'obstruer par l'autodestruction. Le 19 mars, veille de la traversée du Rhin, Hitler émit un ordre déclarant que la bataille devrait être menée sans considération pour notre propre population. La mobilisation massive d'hommes vers le front avait laissé un vide palpable dans les villes et villages. Les rues, autrefois pleines de vie, résonnèrent maintenant d'un silence inquiétant. Les femmes, les personnes âgées et les enfants étaient témoins de l'épuisement des ressources et de la désorganisation qui prévalait dans une société débordée par les conséquences dévastatrices du conflit. La pénurie alimentaire se dressait comme un spectre omniprésent, un ennemi intangible qui rôdait dans chaque recoin. Les étagères vides dans les magasins, autrefois approvisionnés en produits variés, témoignaient de la brutalité de la situation. Les rations devenaient de plus en plus rares, et la population faisait face au défi quotidien de trouver de la nourriture pour survivre. L'agriculture, déchirée par les exigences de la guerre, ne pouvait pas répondre aux besoins d'une nation affamée. La désorganisation administrative et le manque de ressources logistiques exacerbèrent la crise. Les infrastructures s'effondraient, les communications devenaient chaotiques et la bureaucratie sombrait dans l'anarchie. La machine gouvernementale, autrefois efficace, était désormais débordée par l'ampleur de la tragédie. Les autorités luttaient pour fournir des services de base, tandis que la population faisait face à une réalité où la normalité avait complètement disparu. L'effondrement économique se manifestait par la dévaluation vertigineuse de la monnaie. L'argent, autrefois symbole de prospérité, perdait sa valeur à un rythme alarmant. L'inflation galopante contribuait à la sensation généralisée que la stabilité économique était un souvenir lointain. Les gens, appauvris par les circonstances, voyaient leurs économies s'évaporer en un clin d'œil. La méfiance et la peur se propageaient comme un virus social. Les informations contradictoires et la censure gouvernementale généraient du scepticisme parmi la population.
La propagande, qui autrefois influençait efficacement les masses, faisait désormais face au scepticisme et à la résistance de ceux qui cherchaient la vérité au milieu de la confusion. En avril 1945, pratiquement tous les Allemands étaient conscients que l'aventure guerrière qu'Hitler avait entamée en 1939 était sur le point de se terminer. L'effondrement du pays s'accompagnait d'une absence quasi totale de nouvelles, car journaux et autres médias avaient disparu, empêchant toute information sur ce qui se passait réellement. Face à ce vide, seule la propagande de guerre continuait à exercer une énorme influence sur la perception de la réalité des Allemands. L'anniversaire d'Hitler, vendredi 20 avril 1945. Un jour ensoleillé se lève, marquant le 56e anniversaire d'Adolf Hitler. Au milieu des bâtiments en ruine, les drapeaux du parti se dressent sur les décombres, proclamant « Die Kriegsstadt Berlin grüßt den Führer ». Bien que les félicitations inondassent autrefois la chancellerie du Reich, en 1945, peu de paquets et de lettres arrivent, reflétant la désolation de la ville et la pénurie de ressources, même aux zoos de Berlin où de nombreux animaux souffrent de la faim. Ce matin-là, à Carinal, la maison de campagne située au nord de Berlin, Göring fut réveillé par la décharge marquant l'ouverture de l'offensive de Rokossowski. Dehors, un convoi de camions de la Luftwaffe, alors nécessaire pour des tâches plus urgentes, était chargé avec le butin qu'il avait rassemblé. Un détachement de motocyclistes l'escorterait vers le sud. Le Reichsmarschall adressa quelques mots aux soldats et les salua avant de partir. Himmler était rentré la veille au sanatorium de Hohenlychen et à minuit fit apporter du champagne pour porter un toast au Führer. Goebbels, le seul membre de la direction nazie disposé à rester avec le Führer à Berlin jusqu'à la fin, aussi amère soit-elle, prononça ce matin-là un discours d'anniversaire appelant tous les Allemands à croire aveuglément en leur leader, qui finirait par les guider vers la fin des difficultés. Les ménagères les plus prudentes commencèrent à faire leur bagage avec des provisions essentielles, anticipant la bataille imminente et cherchant refuge dans les sous-sols pour survivre. Les victimes parmi la population civile furent nombreuses. Les femmes qui faisaient la queue pour obtenir des vivres se regroupaient comme des membres de l'infanterie napoléonienne, résistant même après qu'un obus ait décimé la file où elles se trouvaient. On disait qu'elles nettoyaient le sang de leurs cartes de rationnement et continuaient à résister. « Elles tiennent debout comme des murs », nota une Berlinoise dans son journal, se rappelant comment, auparavant, elle courait, se réfugier dans les bunkers à l'apparition des avions de chasse dans le ciel de l'Allemagne centrale. Les femmes faisaient la queue pour une ration de beurre ou de saucisses, tandis que les hommes sortaient uniquement pour attendre leur tour et obtenir une gorgée d'eau de vie. Ce contraste symbolisait la préoccupation immédiate des femmes pour la survie, tandis que les hommes cherchaient à échapper aux conséquences de la guerre. Les Allemands avaient une apparence famélique, et on voyait qu'ils avaient beaucoup souffert. Berlin n'était pas une jolie ville. Ses rues étaient étroites et pleines de barricades, de tramways endommagés et d'autres véhicules. Les maisons étaient au vide car tous s'étaient réfugiés dans les sous-sols. Pendant la retraite vers le centre de Berlin, les pelotons d'exécution des SS accomplissaient leurs tâches de bourreaux avec une urgence croissante et un fanatisme insensible. Aux alentours du Kurfürstendamm, ils entraient dans les maisons où des drapeaux blancs avaient été déployés pour abattre tous ceux qu'ils trouvaient à l'intérieur. Terrifié par l'effondrement imminent, Goebbels décrivait ces signes de reddition comme un bacille pestiféré. Cependant, le général Mümer, commandant de la division blindée Müncheberg, ordonna au peloton des SS et à la feldgendarmerie de son secteur d'encercler la gare d'Anhalter et la Potsdamer Platz, menaçant d'exécuter immédiatement les exécuteurs. La situation se détériorait progressivement pour ceux qui étaient impliqués dans la lutte. Les soldats allemands avaient rarement accès à une pompe à eau, ce qui les obligeait à étancher leur soif exacerbée par la fumée et la poussière en buvant dans les canaux. Les CA de collapsus nerveux provoqués par la combinaison de l'épuisement et du feu d'artillerie constant se multipliaient également. Afin de maintenir la résistance, Bormann avait répandu, à l'instar de Goebbels et Ribbentrop, la fausse rumeur d'un accord avec les alliés occidentaux. « Tenez bon, combattez avec fanatisme », avait-il ordonné aux Gauleiter à l'aube du 26 avril. « Nous ne comptons pas abandonner, nous n'avons aucune intention de nous rendre. Nous sommes conscients de l'évolution de la politique étrangère. Heil Hitler », signé Reichsleiter Bormann,
Le mensonge fut bientôt souligné par la réaction d'Hitler et de Goebbels aux efforts de Himmler pour rechercher une véritable trêve avec les puissances occidentales. Hambourg, 1er mai 1945. À la radio, Wagner jouait. Un mouvement fut brusquement interrompu. Une voix éteinte annonça que des nouvelles importantes seraient diffusées dans quelques minutes. Il était 9h30 du soir. La nouvelle se répandit à travers l'Allemagne. Dans presque toutes les maisons du pays, les gens s'assirent, immobiles, les yeux fixés sur leurs appareils de radio. À ce stade, ils savaient que toute nouvelle ne pouvait être que mauvaise. Plus d'une heure après l'annonce, après Bruckner, la voix de l'amiral Karl Dönitz apparut. Grave, la tristesse et l'inquiétude transparaissaient dans chaque syllabe prononcée. Les certitudes du passé s'étaient évanouies. Hommes et femmes allemands, soldats de nos forces armées, notre Führer, Adolf Hitler, est tombé. Il affirma qu'il était mort en combattant l'ennemi et ne donna pas beaucoup plus de précisions sur les circonstances du décès. Il précisa qu'il avait été désigné successeur, insistant sur le fait qu'il fallait se défendre contre les bolcheviks et que la lutte continuait. En Allemagne, ils savaient que cela signifiait la fin, que ce qu'ils imaginaient, malgré la désinformation dans laquelle ils vivaient, était devenu réalité. La guerre allait se terminer et ils seraient à la merci de leurs ennemis. Dönitz leur épargna de savoir qu'Hitler s'était suicidé. Il ne voulait pas démoraliser encore plus son peuple. À Demmin, quelque chose de terrifiant se produisit, plongeant la population dans une situation de terreur pendant 3 jours. Demmin était, en 1945, une petite enclave de 15 000 habitants, située à 156 km au nord de Berlin, dans l'actuelle Poméranie occidentale. En 3 jours, plus de 10% de ses habitants avaient mis fin à leur jour. Dans l'après-midi du 30 avril, plusieurs drapeaux blancs flottaient sur les bâtiments publics de Demmin et sur le clocher de son église principale. 3 négociateurs soviétiques, dont un officier allemand, se présentèrent pour promettre que les habitants de la ville ne seraient pas inquiétés, qu'il n'y aurait pas de pillage si Demmin acceptait de se rendre sans combattre. Ils furent assassinés par des tireurs d'élite des jeunesses hitlériennes. En réalité, les Russes allaient passer outre Demmin. Ils étaient intéressés par une arrivée rapide à la ville de Rostock, où ils prévoyaient de célébrer une date chère à l'URSS, le 1er mai. Rolf Dietrich Schulz, qui avait 9 ans à l'époque, déclara de nombreuses années plus tard qu'il avait vu et entendu Gerhard Moldenhauer, un fervent national-socialiste et professeur de l'école locale, dire à un voisin « Je viens de tirer sur ma femme et mes 3 enfants. Maintenant, je veux juste tuer quelques Russes. » Ce soir-là, après un crépuscule de fausse calme, les Soviétiques pillèrent et incendièrent la ville dans une folie de violence qui dura 3 jours terribles. Ils violèrent presque toutes les femmes et tirèrent sur les Allemands qui osaient protester. 80% de la ville fut détruite par les flammes. Les Russes versaient de l'essence sur les murs des maisons et montaient la garde pour empêcher que les incendies soient éteints. Il y eut des exécutions massives, des fusillades sommaires et des pillages continus de la part de soldats ivres qui avaient repris d'assaut quelques distilleries et plusieurs magasins d'alcool. À Demmin, ce sentiment de désillusion abattue, de désespoir résigné et de fascination pour la mort se matérialisa de manière frappante, influencé par le fanatisme nazi, la certitude du désastre avec l'arrivée des troupes soviétiques, le sentiment de culpabilité pour les crimes de guerre et les massacres dans les camps d'extermination nazis en Europe, générant une sorte d'hystérie collective.